Bonjour tout le monde, on va continuer notre formation sur l'IA génératif et comme vous avez vu dans la dernière vidéo, nous allons continuer sur la partie histoire. Qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? On avait vu le test de Turing, on avait vu les enjeux par rapport au test de Turing, à la fois aussi les limites de ce test et comment on pourrait l'améliorer et quel était l'avenir comment on peut différencier demain une intelligence artificielle et un humain. Du coup, le test de Turing, on a vu qu'il n'était pas complet, etc. Mais je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et nous allons continuer l'histoire de l'intelligence artificielle. On va revenir un peu en arrière. On va parler de 1942, précisément d'Isaac Asimov. Isaac Asimov, il est l'un des personnes qui a contribué sur l'IA ou sur le domaine de robotique. Là, on va parler de ce qu'il a fait concrètement. Mais ce qu'il y a d'abord à noter, c'est que Isaac Asimov est un personnage qui écrivait beaucoup. Il écrivait tellement beaucoup que si aujourd'hui on veut réitérer la même chose qu'il a écrit à l'époque, dans son vie, il faut qu'on écrit tous les 2 semaines un roman jusqu'à 25 ans. Vous imaginez du coup le grande connaissance ou la grande connaissance que ce monsieur-là a apporté au monde pour nous permettre d'apprendre efficacement et d'apprendre d'une manière simple. Parmi ces livres, on a par exemple une fiction qui s'appelle iRobot. Dans iRobot, il raconte des histoires qui sont intéressantes. Je vous l'invite d'ailleurs à lire ces livres-là si vous l'avez pas encore lu. Isaac Asimov parle d'une période entre 1947 à 2047 à 2064. Et dans cette période, l'humain et le robot coexistent, ou l'intelligence artificielle coexiste. Et du coup, il y a plusieurs défis entre eux, il y a plusieurs dénouements, plusieurs histoires. Je vous invite vraiment à lire. Et parmi les choses qu'Isaac Asimov a proposées pour, dans ses personnages, et chaque fois pouvoir sortir et trouver un dessus, c'était d'établir ou de suivre les 3 lois du robotique. On va voir aujourd'hui les 3 lois de robotique qui, aujourd'hui, sur lesquelles on se base, mais aussi demain, lorsqu'on aura des robots pour faire le ménage et pour faire autre chose, ils vont pouvoir, par exemple, si les ingénieurs que le concient, pouvoir utiliser ces 3 lois de robotique. Première loi, c'est quoi? Un robot ne doit pas nuire à un être humain ou par soit son inaction qu'un être humain puisse être laissé. Du coup, il faut que un robot puisse agir ou ne pas agir, toujours dans le sens pour sauver l'humain et pour permettre sa survie. Ça, c'est la première loi. Après, la deuxième loi, c'est un robot doit obéir aux ordres de l'humain. Sauf lorsque ces ordres-là sont en opposition par rapport à la première loi. Du coup, par exemple, si un humain dit qu'il faut tuer un autre humain, il faut que, techniquement, le robot ne puisse pas obéir parce qu'il sera en contradiction avec la première loi robotique. Et dernier élément, dernière loi, c'est qu'un robot doit toujours protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en conflit avec la première et la deuxième loi. Du coup, vous voyez que c'est des lois assez claires que tout le monde peut comprendre, mais qui vont nous permettre demain de coexister et de ne pas avoir, comme aujourd'hui, comme beaucoup pensent, des IA qui sortent du contrôle, même si c'est possible. Mais en tout cas, Isaac Asimov avait mis la fondation pour mieux contrôler les robots de demain. Qui ont proposé de s'inspirer de notre cerveau humain, pour réitérer, par exemple, pour reproduire les neurones et certaines connexions. Ils ont proposé, du coup, en 1943, le premier réseau de le Neural Network Model, qui a été proposé en 1943, et vous voyez que c'est un modèle assez simple, où il y a un mécanisme des poids, des entrées et des sorties. Une fois qu'on a dit ça, en fait, il faut noter aussi que ces chercheurs-là se sont fortement basés sur une contribution d'Alan Turing, notamment le livre Uncomputable, pour proposer ces modèles-là. Et après, qu'est-ce qu'il faut voir? En fait, on va voir qu'il y a d'autres recherches futures pour améliorer ces modèles au fur et à mesure. Vous allez voir de l'histoire, certaines personnes, un chercheur, Ebb, a proposé le modèle Hebbian Learning, qui va faire qui va améliorer le réseau qu'on a proposé la dernière fois, ou le neurone, pour ajouter des couches, etc., et permettre par exemple, de classifier. Il a fait cette contribution en se basant sur un livre qui est très important, à la fois dans le domaine des neurosciences,
mais aussi qui a permis beaucoup de progrès en intelligence artificielle. Et sur ce livre-là, en fait, il y a une phrase qui est assez clé: "The neuron that fire together, wire together." Du coup, à partir de ça, de ce constat-là, que le chercheur, en fait, Hebb, avait mis en exergue par rapport à son domaine, mais aussi d'autres domaines, ils l'ont réitéré cette expérience pour construire un modèle Hebbian Learning. Une fois qu'on a notre modèle Hebbian Learning, en fait, au fur et à mesure, on a en 1950 une proposition de construire concrètement une machine qui va utiliser ces neurones pour fonctionner et qui sera indépendant, comme un peu ce qu'on a aujourd'hui comme sur nos machines classiques, comme le laptop et autres. Mais en tout cas, cette machine permettait de fonctionner à travers en fait la conception de base qu'on a vue. Ce qui est intéressant, c'est ça. Et par la suite, en 1950, qu'est-ce qui s'est basé? Vous voyez que déjà, il y a des petits engouements par-ci par-là. Beaucoup de personnes se disent, ok, on a vu Turing qui avait déjà fait les bases pour permettre de pouvoir tester. On a vu qu'il y a quelques progrès de réseaux de neurones qui apparaissaient, etc. Et là, on est à l'été. Et quand on est à l'été, qu'est-ce qu'on fait? On est très content, on sort, on est festif, etc. Et c'est la période où le premier été où l'IA a connu un vrai boom. Il y a eu beaucoup de contributions dans cette période. Donc, ce sont rien le début. C'est en 1956 sur ce domaine. Parce que chercheurs, faut noter à l'époque du domaine, tout le domaine qui était lié de ce recherche ordinateur, le mathématique, la physique, mais il n'y avait pas un domaine spécifique pour tout ce qui est aujourd'hui ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et c'est dans ces conférences que McCarthy a proposé de nommer le domaine intelligence artificielle, et notamment dans ce workshop organisé en été et qui a pris des mois, ces chercheurs-là se sont réunis pour poser un problème et réfléchir ensemble et trouver des solutions concrètes. Et c'est dans ces contextes que notamment ils ont proposé en fait Neil Wen et Simon Logic Theorics, qui répondaient à beaucoup de théorèmes à l'époque sur un livre qui ont permis du coup de créer un programme qui va répondre à des théorèmes mathématiques. Et déjà on voit juste après cette conférence qu'il y a eu beaucoup d'engouement et qu'on a sorti déjà de premiers résultats pour s'attaquer concrètement au modèle de compréhension mathématique en basant sur des règles compréhensibles. Et c'est à partir de 1958 à 1962 qu'il faut noter qu'on a eu aussi beaucoup de contributions. Mais pour n'en citer quelques-uns, on a eu par exemple Lisp, on a eu aussi des bras robotiques pour permettre par exemple à General Motors de construire des voitures ou certains éléments très rapidement. Du coup, vous voyez que déjà, à l'époque, on avait pas mal des choses. Alors, des modèles qui existaient déjà. On avait certains éléments robotiques qui existaient aussi. Tout cela a permis beaucoup d'avancer. Et par la suite, ce qu'il faut noter, c'est qu'en 1966, c'est là où on a eu un Wedgen Boom proposé Elisa, qui est un chatbot qui va permettre de répondre à des questions thérapeutiques. L'intérêt de ces premiers chatbots, vous voyez déjà en 1966 que on avait déjà un chatbot qui permettait, par exemple, lorsqu'on lui posait des questions, de reformuler cette question et vous reposer. Par exemple, vous me dites, je me sens pas bien aujourd'hui, il va vous dire pourquoi vous vous sentez pas bien, parce que j'ai pas bien mangé, pourquoi vous avez pas bien mangé, etc. Vous voyez? Du coup, l'objectif, c'était de réitérer et de comprendre de reposer ces questions. Et ce que Weijenbaum a dit dans son article scientifique qui est intéressant, et qui est intéressant aujourd'hui, même pour ChatGPT ou autre, c'est que lorsque la machine dit, par exemple, remercie la personne, ou lorsque la machine dit j'ai compris ça, donc, etc., cela ne veut dire aucun cas que la machine a une certaine compréhension, mais plutôt que la machine a essayé, à partir de la connaissance qu'elle a acquis, de vous donner une réponse. Du coup, on a vu, en fait, à l'époque, il y a eu aussi l'effet ELSA, ce qu'on appelle, et qui existe aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes sont attachées à ces chatbots ou sont attachées, par exemple, aujourd'hui, à ChatGPT intimement, pour dire qu'aujourd'hui c'est notre meilleur ami, etc. Et il essaie d'éviter tout ça pour dire que c'est des machines qui n'ont aucune compréhension par rapport à tout ce qui se passe, mais plutôt qui ont réitéré des éléments qu'ils ont vus, qu'il n'y a pas aucun affect, etc.
Du coup, voilà, on va fermer un peu la parenthèse par rapport à Elisa, mais j'aime trop ces programmes, c'est pour ça qu'on en parle un peu plus. Mais pour continuer, une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, en fait, il y a eu l'hiver. Et dans l'hiver, qu'est-ce qu'il y a? On a froid, on se cache, on sort pas. Et la première hiver d'IA, ce qui s'est passé concrètement, c'est quoi? Il y a plusieurs éléments qui ont conduit à cet hiver, mais ce qui est important à souligner, c'est déjà, l'engouement qu'il y avait. On a vu que depuis 1956, à la conférence qui s'est passée pour nommer les domaines d'intelligence, il y a eu beaucoup d'engouement et beaucoup de personnes qui ont sorti la boule des cristal pour dire que dans un futur proche, on aura des IA tellement performantes qu'on pourra communiquer avec elles, qu'on pourra faire de beaucoup de choses, etc., etc. Et il y a eu tellement d'engouement que les médias aussi se sont séparés de la question, etc., etc. Il y a eu beaucoup d'investissements dans le domaine et finalement, après quelques années, on a eu de maigres résultats par rapport à le total d'investissement qu'on a investi. Et au fur et à mesure, les gens sortaient des projets parce que lorsqu'on vous vend par exemple un projet qu'on va construire un robot qui va permettre de communiquer avec vous et qu'à la fin on n'arrive même pas à faire les éléments basiques, vous arrêtez vos financements. Et c'est à cette époque-là que beaucoup de chercheurs ont vu que on va changer un peu du paradigme parce que en fait, ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'on réitérait la compréhension de l'humain pour résoudre des tâches. On n'essayait pas de comprendre la tâche en soi pour répondre à des questions, mais on essayait de comprendre comment l'humain fonctionne pour répondre à des tâches. Et du coup, c'est peut-être en fait l'imitation de l'humain un peu excessive et aussi comme ces réseaux de neurones qui fonctionnaient à l'époque n'avaient pas beaucoup de données, etc., beaucoup de ressources technologiques qui manquaient, on n'a pas eu le boom autant souhaité. Du coup, c'est pour ça qu'il y a eu un arrêt, notamment de gouvernement américain, des financements sur le domaine d'IA. Lorsqu'il y a arrêt, voilà, une chute des contributions scientifiques, beaucoup de chercheurs s'orientent sur d'autres thématiques. Et malgré ça, on voit par exemple qu'en 1969, il y a eu des avancées, notamment le perceptron, que vous connaissez, ou le perceptron, en fait, un des modèles de base aujourd'hui sur le réseau qu'on utilise. Moi, lorsque j'ai commencé l'IA, les premiers algorithmes que j'ai essayé de recoder, c'était les perceptrons. Et les perceptrons, en fait, c'est aujourd'hui parce qu'on a l'habitude, par exemple, de réutiliser IA, comme vous voyez, les entrées, le poids, des fonctions d'activation et des sorties. Et ça, c'est une vraie contribution majeure. Et par la suite, on a notre deuxième été. Notre deuxième été, qu'est-ce qui se passe après l'hiver? Il y a beaucoup de régression par rapport à l'avancée scientifique. Notre deuxième expert, le chercheur, se sont essentiellement concentrés sur les systèmes d'experts. Ils se sont dit, OK, là, ce qu'on va faire, on va se simplifier un peu la vie. On va essayer de produire des ensembles de solutions qui vont permettre de, étape par étape, résoudre des tâches. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, par exemple? Un exemple concret, c'est, par exemple, MindSyn. MindSyn, c'est quoi? C'est un algorithme ou un modèle qui va permettre de détecter certains éléments médicaux, par exemple en se basant sur l'expertise d'un docteur. Un docteur, il a des connaissances, par exemple, pour détecter certaines pathologies et autres. On va noter tout ça en informatique, en programmation, et on va essayer de détecter toutes les informations qu'il a données. Alors, déjà, on a vu que à partir de cette époque-là, qu'il y avait beaucoup de résultats qui arrivaient et qu'on finalement, on sortait un peu la tête de l'eau. Et c'est l'un de ces modèles d'experts qui ont permis de faire un peu redonner une tendance vers l'augmentation de l'IA. Et en 1980, M. Fukushima, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé un réseau de base qu'on utilise aujourd'hui pour la détection d'images, qu'on appelle le Convolutional Neural Network. Et ce monsieur-là, en fait, il a posé la fondation pour détecter ou mieux traiter certains pixels, etc. Une fois qu'on a vu ça, vous connaissez certainement Yann LeCun ou LeCun, qui est aussi l'un des piliers en fait du domaine, qui a permis du coup de reprendre la contribution ou d'améliorer ce que M. Fukushima avait proposé pour permettre de mieux prendre en compte certains aspects. Vous voyez du coup que Yann LeCun en 1989 a contribué aussi à son niveau sur le domaine d'IA. Et qu'est-ce qu'on a? Ici, on voit une tendance un peu globale pour voir une image. On a par exemple un boom des l'IA entre 1950 et 1970, puis en fait on a un second boom
entre 1970 à 1980. Et à chaque fois, vous voyez que on a une tendance qui augmente. Et après, beaucoup d'engouement secret, beaucoup de choses. On veut réaliser tellement de choses en très peu de temps que finalement, on n'arrive pas à suivre. Ou le financement, les investisseurs ne voient pas leur retour d'investissement. Et il y a une tendance de régression, etc., etc. Jusqu'à aujourd'hui, où on a une tendance vers d'évolution, mais rien n'est dit sur les années qui arrivent. Est-ce qu'on va retomber sur un hiver, un troisième hiver? Pourquoi pas? Vu le fait qu'on va atteindre la limite des données qu'on va réutiliser, on va atteindre beaucoup de limites très bientôt. Est-ce qu'après ces limites-là, on va pouvoir encore proposer des nouvelles choses? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si on propose pas drastiquement quelque chose de nouveau, est-ce qu'on va pouvoir avancer autant qu'on pouvait avancer avant ou pas? En fait, il y a toutes ces questions pour dire qu'est-ce qu'on aura une troisième hiver ou pas. Mais voilà une tendance globale, une tendance globale. Et on va voir par la suite le jeu et on va continuer sur une deuxième partie sur l'histoire.